Eh bien, nous allons commencer ce webinaire. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi d'organiser à notre habitude ce énième webinaire Tech2Med sur une thématique qui me tient à cœur et qui tient à cœur aux orateurs qui sont avec moi aujourd'hui, hein, sur voilà, le marketing de de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que la révolution du marketing pharma est en cours, oui ou non? C'est la question qu'on posera pendant ce webinaire. Peut-être une petite introduction à vous dire que depuis pas mal d'années, l'environnement de l'industrie pharmaceutique est soumis à pas mal de changements, réglementation, technologie, rapport aux médecins, interaction, effectivement, donc ce qui finalement impacte chaque jour le rôle du marketing pharma. Si on fait un petit retour en arrière, un marketing pharma très orchestrateur, aux manettes, qui finalement a été pas mal globalisé, se voit transformé, passe une période Covid, euh, et on va dire en pleine transformation technologique. Donc voilà, toutes ces thématiques-là vont être abordées pendant ce webinaire. Et je suis ravi d'accueillir Céline Chevrier, qui va se présenter, et aussi Romain Marty, qui sont dans deux grandes entreprises pharma et donc qui ont une expérience marketing bien avancée et qui nous raconteront finalement leurs expériences, leurs visions, leurs perspectives par rapport à ça. Donc, je vous laisse vous présenter. D'abord, peut-être Céline, nous raconter d'où tu viens, ce que tu as fait et où tu es aujourd'hui. Merci Franck. Enchantée de vous rejoindre. Donc, j'ai 20 ans d'industrie pharmaceutique, 15 ans dans le marketing, des fonctions diverses de chef de produit jusqu'à directrice marketing ou directrice de la stratégie commerciale dans plusieurs laboratoires, grands laboratoires, petits laboratoires, européens, américains. Et puis, j'ai rejoint Janssen France où j'ai pris des fonctions de directrice marketing, directrice de CAM. Et juste avant le Covid, j'ai eu la chance de faire un pas de côté. Euh, j'ai pris la direction du Centre d'excellence digitale et data de Janssen France et j'ai conduit aux côtés d'une équipe large la transformation du laboratoire juste avant le Covid. J'ai ensuite intégré le medical device, mais je suis très vite revenue à mes amours, les laboratoires, en tant que directrice marketing et vente depuis un an au sein du laboratoire GSK. Voilà, pour le lupus, maladie rare. J'en- J'enchaîne, Franck. Oui, bien sûr, Romain, vas-y. Bonjour à tous. Merci, Franck, pour cette invitation. Alors, moi aussi, ça fait un moment que je suis dans l'industrie pharmaceutique. Ça fait quasiment une quinzaine d'années. Donc, je suis aujourd'hui directeur marketing BU prescription chez Viatris. J'ai un parcours qui est un parcours finalement assez classique quand on fait du marketing dans l'industrie pharmaceutique, puisque je suis pharmacien et j'ai complété après ce cursus initial par un master en école de commerce, donc master marketing. Et puis à l'issue de ce master, je suis rentré d'abord chez Servier en stage, donc dans le domaine de la cardiologie. Et ensuite, j'ai enchaîné plusieurs postes, chef de produit, domaine de la cardiologie, domaine de la phlébologie sur des produits remboursés, non remboursés. Et puis, il y a eu un tournant, j'allais dire, chez Servier il y a une dizaine d'années avec la mise en place d'un gros plan social, des changements de stratégie de produit. Et donc là, je me suis occupé de la mise en place de toute la partie produits non remboursés avec une vraie stratégie, un vrai switch de stratégie en fait, hein, pour passer d'une stratégie de produits uniquement promus auprès des médecins à une stratégie de produits plus mass market non remboursés avec des actions en pharmacie et puis aussi des actions grand public. Voilà. Et donc, ça a été l'opportunité pour moi à la fois d'avoir un scope marketing, mais aussi de monter un réseau. Donc, j'avais aussi une activité vente avec 11 délégués médicaux. Et puis, il y a 5 ans, j'ai rejoint Viatris. Alors, d'abord, en tant que chef de groupe, je voulais revenir sur la partie prescription parce que ça me manquait. C'est vrai que la partie grand public est intéressante, mais la partie prescription a plus de challenge intellectuel et surtout scientifique. Donc, c'est pour ça que je voulais y retourner. Et donc, je suis arrivé d'abord chef de groupe donc sur une partie du portefeuille des produits de prescription. Et puis, il y a 3 ans, donc j'ai pris le poste de directeur marketing donc sur la quasi-totalité des produits de prescription chez Viatris. Bien. Merci Romain. Une première question que je souhaite vous poser, c'est d'après vous, en dehors vraiment d'un gros focus sur la période Covid, quels ont été finalement les grands faits marquants qui ont impacté, changé, transformé la fonction marketing depuis, je sais pas, 5, 10 ans? Est-ce que vous voyez, vous, des faits marquants? Peut-être Céline, pour commencer, si tu veux un peu raconter toi, ta perception des changements. Moi, je pense que les changements sur la fonction marketing ont lieu bien avant 5 et 10 ans.
On a eu un vrai premier changement sur le passage à validation a priori de la NSM, qui nous a permis vraiment à la fois un gain en sécurité, en harmonisation des pratiques à travers les laboratoires, mais c'est sûr qu'il y a eu un impact de perte de réactivité, d'adaptation aux événements marché du chef de produit. Où on était beaucoup plus dans l'anticipation des stratégies et des business plans. Le deuxième effet remonte, je pense, à bien une quinzaine d'années, cette vague de centralisation et de globalisation des stratégies marketing qu'on a vu dans les grands groupes, qui décentralisaient les stratégies des LOC et des pays vers un gain d'efficience, coût, temps d'une stratégie globalisée. Alors, c'est sûr, une perte d'input stratégique pour les équipes locales qui ont vu leur métier se mettre plus en adaptation de la stratégie. On a eu du mal à trouver le bon modèle, surtout qu'on a eu une alternation entre centralisation, décentralisation, centralisation, décentralisation. Mais on tend vers un modèle aujourd'hui beaucoup plus stable et balancé avec une centralisation de la stratégie, mais une certaine autonomie d'adaptation et de souplesse locale. Après, c'est sûr qu'on a eu le Covid, Franck, un accès client réduit, des visites à distance. On a, face à cette rationalisation des accès, aussi rationalisé les documents développés. On est aussi dans une, je pense, prise de conscience écologique. On donne plus de sens à ce qu'on développe pour les problèmes de santé. Et on vise beaucoup plus à la dématérialisation, à la digitalisation de notre matériel de communication, même si on a bien sûr un pool qui reste à disposition des délégués médicaux. Mais donc le Covid a eu aussi un impact sur cette digitalisation, dématérialisation de matériel. Et puis je dirais, là, on est en train de vivre un vrai changement qui est l'accès des nouveaux outils digitaux avec l'IA. Euh, et surtout, ce changement de paradigme dans le rôle du chef de produit, avec forcément une volonté de gain de temps essentiel pour les équipes. On a un objectif de simplifier les tâches, de gagner en pertinence, de personnaliser le contenu. Je pense qu'on va y revenir plus tard. Et donc, on rentre là maintenant, je trouve, dans une ère de transformation réellement profonde du métier. On va faire un shift, je pense, radical sur le métier même de chef de produit. Merci. Romain, ta perception à toi sur ces changements? Alors, je partage évidemment tout ce qui a été dit, hein. C'est sûr qu'on a ce cadre réglementaire qui a beaucoup évolué, ce cadre aussi interne au sein de nos organisations. Mais je crois qu'il y a aussi un vrai changement externe, en fait, hein, un vrai changement de la part des attentes de nos clients vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique et que ça, indirectement, bah, ça répercute le rôle du chef de produit. On a aujourd'hui quand même, on est dans un moment où il y a quand même beaucoup de désertification médicale, on a un changement du profil des médecins, on a une féminisation de la profession, on a donc de moins en moins de médecins, donc ça veut dire qu'on est voilà, dans des clients qui aujourd'hui vont se dire bah, finalement le temps que j'ai à dédier à l'industrie pharmaceutique, il est différent des attentes que j'avais avant et surtout j'en attends une vraie plus-value, j'en attends une vraie valeur ajoutée. Et quelque part, ce qu'incarne presque le mieux ce changement, c'est aujourd'hui la génération des jeunes médecins, où voilà, on voit des jeunes médecins qui, dès la faculté, ont eu des messages qui n'étaient pas forcément très positifs vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique et qui bah, aujourd'hui reçoivent plus forcément la visite ou les laboratoires. Donc tout l'enjeu en fait qu'on a, parce que pour nous c'est une opportunité pour le coup, bah, c'est de réussir à passer de ce marketing très produit, hein, où pendant des années on poussait uniquement nos produits et ça a très bien fonctionné, à finalement un marketing beaucoup plus orienté vers nos clients en apportant une vraie plus-value pour nos clients. Parce que c'est comme ça en fait qu'on réussira à pérenniser nos relations et donc notre business. Et puis, bah, ce que ça impacte également indirectement, c'est qu'on va arriver vers un marketing qui va être de plus en plus spécialisé, hein. Pendant très longtemps, quand on disait marketing produit, on avait tendance à développer quelques messages et à pousser auprès de notre cible, qui était souvent une cible d'intérêt particulière, qu'on nommait à potentiel quelques messages clés produits. Aujourd'hui, si on va vers un marketing client, ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi capable d'adapter en fait nos messages et donc d'arriver sur un marketing purement personnalisé. Voilà. Et à la fois dans le message, mais aussi, je pense qu'on y reviendra dans les outils et les canaux.
Et je trouve que l'exemple du Covid est intéressant parce qu'on a vu un vrai switch après le Covid, c'est sûr. Mais en fait, la transformation, elle a commencé avant le Covid. Si on parle de la transformation omnichannel, je pense que beaucoup de laboratoires, et en tout cas c'était le cas de Viatris, on était déjà dans cette notion de comment on va pouvoir toucher différemment le médecin dans l'objectif d'aller créer plus de valeur dans l'interaction. Peut-être une question. Moi, j'ai vu fondre comme neige au soleil finalement les investissements en marketing sur la partie un peu insight, connaissance client, études de marché, peut-être même la réduction de data, alors qu'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que finalement, on va être sur un marketing de plus en plus personnalisé, adapté, voilà, sur des segments de clients de plus en plus fins. Donc, on va vers ce qu'on appelle un peu plus des stratégies data-driven. Et finalement, est-ce que vous voyez, vous, les moyens de ces nouvelles stratégies marketing? Est-ce que vous voyez des investissements plus importants dans les systèmes d'information, la data, la customer centricity, ou est-ce que c'est encore en phase d'apprentissage et de développement? Il y a pas eu un désinvestissement dans les études de marché, il y a eu un transfert de stratégie sur la gestion de la donnée. Il y a 10 15 ans, on achetait des panels euh, qui étaient vendus multilaboratoires. On avait tous la même donnée, des données macro plus ou moins micro. On faisait de la segmentation effectivement sur du potentiel et des positions produits. Là où aujourd'hui, on a un, un cercle vertueux de gestion de la donnée qui est en train de se mettre en place grâce à un travail en profondeur qui est fait sur les CRM. Je pense que si on n'a pas les outils de collecte et d'analyse de la donnée, c'est très compliqué. Et puis, on donne beaucoup plus de sens à la donnée qu'on va collecter. C'est-à-dire que le laboratoire, aujourd'hui, a un objectif d'être maître de sa donnée. Il est là l'avantage compétitif. Acheter une donnée que tout le monde peut avoir, c'est très bien, on en a besoin sur des données de vente, sur du GERS, de la IQVIA, du sell-in, du sell-out, etc., sur de la market share, très bien. Mais comment on utilise l'ensemble de nos canaux pour délivrer nos messages, nos services et notre stratégie, mais aussi collecter de la donnée. Il est là l'enjeu. Pour que la donnée, que le laboratoire soit propriétaire de sa donnée et qu'on en fasse un vrai enjeu stratégique. Et le shift, il est là en fait. L'investissement, il est plus massivement externe pour acheter de la donnée aux prestataires externes, mais comment on investit en interne pour structurer la collecte, l'analyse, l'agrégation et donc la prise de décision autour de ces données au sein du laboratoire. Et donc, arriver sur ce que Romain a dit, hein, d'une manière très pertinente, la personnalisation de nos stratégies. On y reviendra. Moi, je n'ai pas la sensation, Franck, qu'on ait forcément diminué les investissements, particulièrement sur voilà, tout le scope d'études et de data. Bon, il faut savoir que globalement, on peut avoir des budgets qui diminuent, mais qui sont aussi liés à l'environnement, en fait, hein. On est dans un environnement concurrentiel qui est quand même de plus en plus compliqué. Donc, je pense que de base, le budget marketing de base, déjà, il est en train de diminuer en moyenne. Et donc, probablement que c'est vrai sur tous les types d'investissements. Après, oui, effectivement, on est dans un vrai changement de comment on utilise la donnée. Il y a quelques années, on était dans des choses très, très, très typiques. Aujourd'hui, ça change et je crois que c'est une question de priorité. C'est-à-dire que si on se donne les moyens de le faire, bah, oui, on va demain utiliser la data, mais le vrai enjeu, il est de l'utiliser de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte quand même que il y a quelques temps qu'on avait beaucoup de données, mais finalement, les données, elles étaient un peu partout. Donc, il y a déjà une vraie volonté d'aller exploiter la donnée qu'on a. Après, il y a une volonté d'aller collecter de la data, mais je dirais qu'il faut collecter de la data utile. Souvent, on a tendance à collecter plein de choses et puis on ne l'utilise pas forcément. Donc, je crois qu'il y a il y a une vraie réflexion aussi à avoir quand on collecte de la data, de se dire pourquoi je collecte cette data-là. Et puis, une fois qu'on l'a, après, il faut structurer la data. Et ça, c'est pas toujours très simple, surtout quand on est dans des gros laboratoires et qu'elle est un petit peu, voilà, qu'elle peut être un petit peu partout. Et entre nous, ça sera un des enjeux demain de l'IA, parce qu'il ne peut y avoir de l'IA qu'à partir du moment où on a de la donnée et on est capable en fait de travailler cette donnée. On y reviendra peut-être à un moment. Ouais, ouais. Et puis voilà. Et donc, on pourra en parler un petit peu, je le détaillerai sûrement, mais nous, on a mis, voilà, quand je vous disais un des vrais focus qu'on a aujourd'hui, c'est l'orientation client, passer d'une orientation produit à une orientation client. Nous, on a investi et on a développé pour mettre en place une vraie stratégie justement de connaissance de nos clients et de satisfaction de nos clients. Donc, on s'est donné les moyens financiers de le faire.
Ok. Il y a des questions qui commencent à arriver et on les prendra à la fin pour le Q&A. On a parlé un petit peu d'IA. Je sais que dans l'audience, il y a quelques personnes qui sont très intéressées par ces sujets. Notamment, on est quand même au commencement et à l'accélération de l'IA générative. On voit le champ des possibles. Est-ce que ce sont des outils qui vont accompagner la fonction marketing, qui vont voilà, faire que ça va demander des compétences différentes pour les utilisateurs? Comment vous voyez vos rapports aussi aux agences de communication, aux agences de production de contenu qui travaillent avec vous? Voilà, voilà, l'arrivée de ces nouveaux outils technologiques comme finalement boîte à outils du chef de produit ou du directeur marketing, comment vous le voyez, cette arrivée de l'IA générative, typiquement? Alors, moi, je le vois, bon, bien sûr, comme une vraie opportunité, hein. De toute façon, il y a une réalité. C'est pas bien, c'est beaucoup plus large que juste le domaine pharmaceutique. On voit l'IA qui arrive et on voit une adoption très rapide de l'IA. Il me semble qu'en un mois après le lancement de la première version de ChatGPT, on avait autant d'utilisateurs que 10 ans après le lancement du téléphone portable. Donc là où on a mis un mois à avoir autant d'utilisateurs que 10 ans après le téléphone Hum. portable. Ça montre bien qu'il y a une portée. Voilà, il y a une portée forte de l'IA. Après, la vraie difficulté, elle est de matérialiser comment on va utiliser l'IA. Donc nous, aujourd'hui, on est surtout dans une phase d'acculturation, en fait, chez Viatris, où on essaye de comprendre déjà cet environnement d'IA de façon générale, comment on va pouvoir l'utiliser au quotidien. Et puis moi, je le vois vraiment de deux façons. Je pense qu'il y a du quick win, c'est-à-dire ce que j'appelle du quick win, et puis des actions plus long terme. Le quick win, c'est à partir des actions un peu quotidiennes du chef de produit, comment déjà je peux utiliser l'IA pour m'aider à y répondre. Donc un exemple tout simple euh, qui est basé d'un fait réel. On cherchait à un moment donné un claim sur un produit, on avait une belle image, on avait le concept, mais on avait besoin d'avoir un claim fort. Bon, bah, on a utilisé l'IA et là où ça faisait 2 jours qu'on challengeait avec nos agences de communication, bah, finalement, en 3-4 prompts avec ChatGPT, on a trouvé quelque chose de satisfaisant. Donc voilà, donc l'idée, elle est vraiment déjà d'avancer sur cette notion un peu quick win et de s'acculturer. Et puis après, il y aura des actions un peu plus moyen terme, peut-être pas long terme, mais moyen terme, où là, il y a des structurations au niveau alors, du laboratoire Viatris, mais on n'est pas le seul, hein. On l'entend beaucoup dans cet écosystème, en se disant comment on utilise l'IA pour être plus pertinent sur des aspects marketing, vente, SFE. Et à titre d'exemple, ce qu'on entend beaucoup, c'est le next best action, c'est-à-dire en fonction du typologie de médecins qu'on a vu, qu'on a identifié, en fonction de ce qu'on a fait et de la réactivité à ce qu'on a fait, bah, finalement, quelle est la meilleure action à mettre en place pour avoir le meilleur résultat. Voilà. Céline, ton Donc, avis sur vraiment, l'arrivée Ouais. Ouais, l'IA, elle est partout en fait. Elle est à toutes les étapes de la chaîne de valeur du médicament, de la R&D jusque sur le terrain et l'analyse. Au sein de gros laboratoires desquels j'ai fait partie et GSK, on retrouve l'IA à plein de niveaux. Déjà, encore une fois, pour la simplification des tâches, et je parle des tâches d'administration, de gestion des documents qui est devenue lourde et qui n'est plus une valeur ajoutée. Ça, l'IA en interne est un outil qui va soulager les équipes dans leurs tâches quotidiennes. Et puis l'IA, elle va s'intégrer et donc la donnée, hein, parce que, encore une fois, je rejoins Romain, il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de données. L'IA, elle va intégrer l'ensemble des processus du business plan et du métier de chef de produit. Il y a déjà qui sont mes clients, la personnalisation, la compréhension et donc l'identification de personas. Ensuite, il y a la construction du parcours client et de la customer journey. Et là, on a de l'IA générative sur du content modular module. On a de l'IA sur le send time optimization email. Quand est-ce que je dois envoyer mon email? On a de l'IA sur comment j'optimise mes headers d'email en fonction des profils des médecins. Puis ensuite, on a effectivement le déroulé sur le terrain et comment ça s'articule avec les forces de vente. Et là, on a tous les systèmes de Nespect Action avec de l'IA et de machine learning derrière qui vont être demain la vraie puissance de compétitivité. Et puis, on a de l'IA derrière sur toute l'analyse des données de performance, d'excellence opérationnelle. Donc, l'IA va s'intégrer avec des modules, hein. Donc, forcément, c'est du step by step dans chaque laboratoire et chaque laboratoire commence là où il peut et avec des pilotes. Et on discutera, je pense, de comment on choisit aussi les produits pilotes. Mais l'IA, elle est partout.
Voilà, on est dans un environnement euh, où, euh, où elle a de la valeur à toutes les steps de la construction de la stratégie du business plan jusqu'à la mise et la mesure, le pilotage de l'excellence Hmm. opérationnelle. Effectivement, je pense que nous, d'observation, on voit que c'est une thématique qui devient très importante dans pas mal de compagnies pharmaceutiques, hein. Très clairement, ça interpelle et on commence à y voir des applications concrètes. Donc forcément, il y a aussi des contraintes de sécurité, de RGPD, de gestion de la confidentialité qui sont aussi derrière, donc qui font que parfois on est ralenti par aussi voilà, les réglementations à chaque groupe. Pour changer de sujet, vous êtes finalement sur deux domaines très différents. Romain, tu es sur un marketing voilà, très customer centricité, mais sur des produits déjà établis, hein. Et Céline sur maladie rare. Qu'est-ce qui fait que, d'ailleurs, il y a pas mal de produits de spécialité maintenant dans la pharma. On voit des chefs de produits qui arrivent sur le marché, qui sont dans les maladies rares, dans l'oncologie, dans des indications très fines. Il y a quelques laboratoires qui sont encore sur voilà, des approches plutôt de masse avec des produits établis, hein, sur des maladies chroniques plus larges. Vous voyez une différence de profil, d'appétence par rapport à ça? Ça demande des compétences différentes d'être sur des maladies rares versus un produit de cardiologie? Tu veux Alors, commencer, Romain? oui, je peux commencer. Alors, Franck, comme tu le disais, je vais répondre à la question juste avant, effectivement, pour donner un peu le scope. Alors, c'est vrai que chez Viatris, une des particularités qu'on a, c'est qu'on a un portefeuille qui est assez large, hein, puisqu'on a, nous, 15 produits en promotion. On a une dizaine d'aires thérapeutiques promues. Donc, je dirais que dans le milieu de l'industrie pharmaceutique, on est quand même assez atypique, mais c'est aussi voilà, une belle opportunité. Et en fait, on a deux typologies dans le portefeuille de produits. Pour faire simple, on en a même trois en fait. On en a effectivement, on a les marques établies sur lesquelles il faut réussir à systématiquement créer de l'intérêt et de la nouveauté. On a quand même des lancements parce qu'on a un laboratoire où on est assez dynamique. Et si moi je prends cette année, par exemple, sur mon scope, j'ai quand même 6 lancements. Donc je crois que c'est la première année où j'ai 6 lancements de produits. Voilà, et donc c'est aussi un des enjeux. Et puis le troisième, on en parlera peut-être après, mais c'est aussi la promotion des DTX, des Digital Therapeutics, puisque nous, on a débuté il y a maintenant 2, 3 ans cette promotion. Donc après, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut des profils différents? Alors, je ne crois pas. En tout cas, nous, quand on recherche un profil de chef de produit, alors forcément, l'aire thérapeutique va compter, c'est-à-dire quelqu'un qui a une expérience dans un aire thérapeutique dans lequel on fait la recherche. Évidemment, ça sera une plus-value, mais c'est loin d'être un prérequis essentiel. La preuve, hein, les chefs de produits ils passent souvent d'un produit à un autre et c'est aussi voilà, un gage pour eux d'attractivité et d'intérêt. Par contre, je crois qu'au-delà en tout cas moi sur le business, avec justement ce type de portefeuille-là, je crois qu'on a une vraie méthodologie en fait hein, de marketing à acquérir et notamment autour de ce besoin de différenciation produit. Parce que qu'on soit en lancement, qu'on soit en marque établie, nous, notre leitmotiv aujourd'hui, c'est de se dire, on est dans des environnements concurrentiels qui sont assez forts. Donc, tout l'enjeu du marketeur, c'est de réussir à se différencier, à créer de la valeur pour finalement être préféré par les prescripteurs et donc prescrit. Voilà. Donc, c'est pour ça que on a mis en place plusieurs outils hein, également et notamment un qui nous permet d'aller identifier réellement les besoins de nos clients. Donc ça a été un vrai chantier chez nous, un vrai travail. On a mis un petit peu plus d'1 an à le mettre en place. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'être capable, par cible, par typologie de clients, de mettre des besoins en face et bien sûr d'y répondre. Et pour y répondre, on a essentiellement en fait 3 niveaux. On a un premier niveau qui est vraiment l'échelle du VM avec son médecin. Donc, soit il a déjà en fait le VM a déjà une solution pour le médecin pour répondre à son besoin et auquel cas il y répond immédiatement. Il va y avoir le deuxième niveau qui est l'EVM identifie un besoin du médecin auquel il peut y répondre, mais il doit mettre en place quelque chose pour y répondre. Donc, typiquement, voilà, un médecin qui a besoin de partager, d'échanger avec un spécialiste. Donc là, il va pouvoir monter un événement local qui permet de le faire. Et puis surtout, le troisième besoin qui là rejoint la fonction
purement marketing, ça va être des besoins collectifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable sur le terrain d'aller collecter tous les besoins de nos prescripteurs, donc chaque interaction quelque part égale un besoin, on est capable après par typologie de clients d'aller les consolider et donc d'aller les identifier par typologie de prescripteurs et donc d'avoir des actions, des stratégies et ensuite des actions qui vont répondre directement à Pour chaque personne, ouais. ces besoins, ouais, à ces besoins et à ces typologies de patients. Voilà. Donc, je crois que c'est surtout ça, en fait. Je crois que l'aire thérapeutique n'est pas un problème. Par contre, ce changement dans lequel on est aujourd'hui, bah, c'est surtout ça, on peut le faire quelle que soit la typologie de produit. Céline, dans les maladies rares, par rapport à… Oui, alors je rejoins le commentaire de Romain. Je pense que avant, on avait tendance à vouloir trouver un go-to-market model ou un modèle par entreprise ou par BU. Et là, on est vraiment en train de définir par produit le bon mix, le bon go-to-market model. Ce qui fait qu'effectivement, finalement, le profil d'un chef de produit, c'est d'avoir les compétences de base scientifiques. Et encore, on peut y revenir parce que sur certains produits, la diversité est intéressante. Mais en tout cas, les compétences de base marketing. Et après, ça va être le mindset, l'agilité, comment il va intégrer le digital, la donnée, la gestion dans finalement, non pas répliquer ce qu'il a appris et les modèles qu'il a vus sur un autre produit, mais pouvoir réadapter et construire un go-to-market model spécifique au produit. Et c'est là où je rejoins parfaitement Romain. Pour les maladies rares, on a une problématique supplémentaire, c'est maladie rare égale rareté des données. Maladie rare égale cible de clients extrêmement restreinte. Elle n'est pas rare, mais elle est restreinte. Et donc là, les stratégies omnicanales, théoriques, basées sur les parcours clients, les personnels clients, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas la base de données importante, on n'a pas la masse de données nécessaire à la construction de ces stratégies-là. Et pour autant, on peut appliquer beaucoup, beaucoup de choses, mais on va juste inverser le prisme. C'est-à-dire que là où, peut-être sur ce que tu pouvais employer comme terminologie de market de masse, de spécialité ou de chronique sur une volumétrie de prescripteurs très, 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 très large et un volume de patients très, très fort, on collecte de la donnée pour établir notre stratégie omnicanale. Là, on va devoir passer par l'A/B testing. On va devoir passer par je vais développer des stratégies, je vais faire des pilotes, je vais accepter de ne pas être mature dans ma connaissance et de tester et peut-être échouer, mais en profiter pour collecter de la donnée, apprendre et affiner la stratégie. Et finalement, dans la maladie rare, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, c'est hyper passionnant parce qu'on se dit, et c'est là où on a besoin peut-être, et encore une fois, le profil qu'on va chercher et pas sur les hard skills, il va aller sur les soft skills. Est-ce que mon chef de produit a la capacité à se remettre en question, à aller rechercher les besoins, à aller challenger le statu quo, à aller tester, innover, à ne pas avoir peur de faire des mauvais choix, mais parce qu'on va collecter de la donnée, on va apprendre, on va vraiment être sur de l'approche A/B testing et de l'ultra-personnalisation pour affiner notre stratégie. Voilà peut-être le changement de prisme, mais moi je le vois plus dans un mindset. Peut-être que moi je recherche particulièrement sur ce type de chef de produit, peut-être plus que ce que je recherchais quand j'étais effectivement sur les maladies chroniques avec, des produits qui étaient multi-indications et multi-prescripteurs et de masse. Merci, très intéressant. Il nous reste une dizaine de minutes avant de prendre une ou deux questions de l'audience. En fait, quand je vous écoute, j'entends parler de finalement digital, data, customer centricity, différenciation, dans un contexte quand même qui a pas mal changé. Donc, on est effectivement aujourd'hui sur ces changements et on voit dans vos mots hein, que ça impacte. Ça me laisse à poser deux questions. Est-ce que les écoles aujourd'hui qui forment les marketeurs, souvent les doubles formations, pharma, école de commerce qu'on voit, sont finalement bien formées sur ces enjeux, hein? Moi, j'ai quelques doutes, mais voilà, je peux les partager avec vous, hein. Je pense qu'on apprend l'accès au marché, on apprend la value base, tout ça, c'est bien, mais est-ce que le métier, est-ce que c'est finalement pas plus des profils, comme tu l'as dit, Céline, des profils qui viennent peut-être de la FMCG, de la grande consommation, qui sont plus adaptés à ce genre d'agilité, quand finalement on n'est pas trop dans la technique produit? Et comment vous voyez, vous, finalement, demain, le profil ou les compétences nécessaires pour faire le marketing en pharma aujourd'hui? Alors, peut-être qui peut être commun à tout type de marché, hein, maladie rare Mm. versus maladie de masse. Est-ce que vous voyez, vous, finalement, des ingrédients clés à intégrer
des traits de personnalité hein, qui sont importants. Et puis, je pense qu'après, on prendra une ou deux questions dans l'audience. Voilà. Moi, je suis assez provocatrice comme toi. Je pense que les écoles, alors on va pas faire une généralité, on voit des écoles amorcer le tournant et revoir leur programme, mais globalement, je pense qu'elles doivent se réinventer beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus rapidement que ce elles font. Et on en a discuté suite à mon poste, mais j'étais un peu effectivement étonnée de ce formatage dans les réponses de chefs de produits juniors que j'ai pu en recrutement voir récemment. Et donc, je pense qu'on doit revoir leur formation de base parce que le métier, globalement, n'est plus le métier qu'on faisait il y a 15 et 20 ans. Si on fait rien, clairement, ils vont être des super exécutants cantonnés derrière leur écran à orchestrer les outils d'IA, de traduction, d'adaptation de la stratégie et de validation du contenu avec la NSM. Et ça va être ça leur métier si on ne... et je ne pense pas qui veulent être réduits à ça. Mais en tout cas, c'est vers là qu'on va si on ne change pas radicalement. Pour moi, un chef de produit aujourd'hui, et Romain l'a très bien dit aussi, hein, c'est un vrai game changer dans la stratégie marketing. Et il peut le devenir en devenant un stratège de la donnée et un allié extrêmement intriqué avec les ventes. Beaucoup plus qu'avant où on avait un peu un modèle, je caricature, mais patriarcal. Le marketing faisait la stratégie, la donnée aux ventes. Les ventes devaient convaincre les ventes de l'appliquer. Et puis, on avait des méthodologies, hein, à la Chétochine, 7 fois le nom du produit, tu mettras dans ton argumentaire, etc., etc. Euh, donc, ce mode de fonctionnement patriarcal, il est totalement transformé et avec les avancées techno, les changements de comportement, les chefs de produits, tu parlais de soft skills, devront être beaucoup plus agiles. Et après, sur les hard skills, beaucoup plus axés sur la personnalisation, l'exploitation de la donnée. Euh, et donc, une intégration dans leur quotidien beaucoup plus poussée de l'analyse de données. Pour moi, je vois vraiment un changement pour prendre des décisions stratégiques et une focalisation accrue sur la personnalisation des messages. C'est pour ça que peut-être qu'on devrait s'inspirer beaucoup plus dans ces masters, master MBA, troisième cycle, post-pharma, des écoles, effectivement, plus commerce pur, grande consommation. Et pour moi, c'est l'intrication, cet enjeu, j'ai déjà nommé, mais équipe vente avec les équipes vente qui va être essentiel. Ce silo, cette frontière est en train de s'effacer de plus en plus vers un modèle beaucoup plus inclusif, collaboratif, synergique, parce qu'on aura justement les NBA qui vont être nourris par la stratégie marketing et on aura cette boucle vertueuse beaucoup plus présente que l'on avait précédemment, avec une meilleure connaissance du marché, des clients, des centres, des concurrents et j'en passe, et une partage d'informations entre ces équipes qui va devenir centrale et essentielle. Voilà, pour moi, c'est vraiment là Très bien. qu'on va opérer un shift. Romain, ton avis sur ces compétences clés intégrées demain? Alors, en ce qui concerne les écoles, je te rejoins, hein, Franck, sur le diagnostic. Je crois que c'est un enjeu, en fait, pour les écoles. C'est à elles de s'approprier ce sujet si, justement, demain, elles veulent rester compétitives. En tout cas, tous les masters qui sont un peu spécialisés pharma, c'est clair il faut qu'ils intègrent cette dimension dans leur programme. Et moi, quand je regarde aujourd'hui sur le scope de mon équipe, je ne peux pas dire que les générations les plus jeunes, et même les alternants, en fait, hein, qui rentrent chez nous, aient aujourd'hui une prédisposition plus forte sur les tout nouveaux outils, et notamment sur l'IA, si on parle de l'IA. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu au niveau des écoles. Après, au niveau du chef de produit, alors oui, je rejoins également ce que disait Céline. Ce qui me semble également très important, c'est cette relation en fait de marketing-vente, parce que quelque part, le chef de produit, on a toujours dit son premier client, c'est les ventes. On peut penser que ça va le rester. Pour autant, même si on est dans... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer actuellement. Je crois que ce qui fonctionnait bien il y a quelques années, c'est qu'on avait pas mal de chefs de produits qui connaissaient bien le terrain, en fait, qui passaient sur le terrain, qui étaient face au médecin, qui comprenaient les différentes problématiques que pouvait avoir le médecin. Et donc, il y avait une sorte de réalité, en fait, de mise en place de la campagne sur le terrain. Ça, on est en train de le perdre petit à petit. Donc, effectivement, il faudra que le chef de produit soit capable de gérer de la donnée, de faire parler de la donnée, d'avoir une vraie vision, de pousser sa stratégie comme il a toujours fait. Mais il faut aussi qu'on ait des chefs de produits qui soient capables d'être réalistes. Parce que, en tout cas, nous, on est convaincus chez Viatris que le modèle, il restera malgré tout dans un modèle
visite médicale, c'est-à-dire dans un modèle relationnel d'un VM avec des médecins. Et derrière, on aura des outils autour, mais la relation, elle restera comme pour avoir de l'impact, il faudra garder cette relation-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce qui s'est passé durant le Covid aux États-Unis, tous les lancements durant le Covid aux États-Unis ont eu un impact qui a été fortement négatif. On est, je crois qu'en moyenne, on est à moins 60% versus ce qu'on faisait dans les autres lancements. Donc, ça montre bien que cette relation terrain, ce réalisme, en fait, il est clé. Et ce qu'il faut bien prendre aussi en considération, c'est qu'on est sur une population, quand on prend les visiteurs médicaux, on va être sur une population de personnes qui vont avoir une adaptation forcément plus lente. Déjà, ça sera générationnel, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une moyenne d'âge qui est beaucoup plus élevée que celle du marketing. Et puis également, de par leur métier, en fait, parce que forcément, ils sont dans l'exposition directe avec le médecin. Donc, tout ce qu'on va vouloir ramener pour créer de la valeur va prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Donc, pour moi, le chef de produit, il doit être conscient de ça, il doit porter ça et c'est à lui de le porter pour demain réussir à amener toute la transformation marketing-vente et gagner en impact auprès de nos clients. Merci Céline, merci Romain. On a une seule question dans le chat, peut-être que vous en avez d'autres, on a 2, 3 minutes encore à partager. Une question de Étienne, comment personnalisez-vous les messages quand l'ANSM valide a priori les publicités? Je pourrais aussi vous parler de ce que j'entends. Est-ce que finalement un contenu que va recevoir un médecin est un contenu qui n'existait pas, qui est sur mesure? C'est-à-dire, est-ce qu'il aura été automatiquement validé par algorithmie ou IA générative réglementaire? Donc, ce sont des questions qui sont en cours. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de gérer, de sortir des process réglementaires qui sont très installés? Il n'y a pas que le produit et l'environnement aussi. J'aime beaucoup cette question et je pense qu'il y a 3 niveaux de lecture et de réponse. Le premier niveau, c'est alors aujourd'hui, c'est plus compliqué, forcément, ça démultiplie le travail, mais c'est pas impossible puisque à partir d'un contenu, on peut soumettre à la NSM des emails, des IADB avec des segments et une variété d'headers et d'objets qui peuvent être différents et avoir une accroche différente en fonction de nos personas. Donc, c'est pas du tout impossible. Et on peut rester totalement dans le cadre réglementaire. Il y a aussi d'autres façons de fonctionner. C'est finalement avec les content modulars, les modules de contenu génératif IA, à partir d'un contenu stratégique global qui serait descendu, en fait, développer un catalogue de contenus, d'éléments qui seraient validés et qui pourrait s'intriquer tout en respectant une structure validée. On n'y est pas encore. Ça demande une masse de travail très importante au démarrage, mais après un gain de temps très important. On peut le faire. Et je dis toujours à mes équipes, l'ANSM et nos cadres réglementaires et juridiques ne sont pas des limites. Il faut le voir vraiment comme un terrain de jeu. Ils nous délimitent les bordures. On ne doit pas faire d'hors-jeu. Comment on utilise l'intégralité de l'espace et l'intégralité du plan de jeu pour agir. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on ne doit pas voir uniquement le contenu matériel. Les clients qu'on a en face de nous, ce sont des personnalités. C'est du comportement, comme on le fait d'ailleurs très très bien en grande consommation, où on va pousser en fonction de comportement d'achat ou comportement d'habitude de consommation. Donc, comment moi, j'adapte en tant que délégué ou mon contenu en fonction du comportement du médecin et de son profil. Alors, on peut utiliser plein de référentiels, du BF Compass, de l'Insight Color, du comportement plus ou moins, comment dire, de la donnée collectée plus ou moins dure dans nos systèmes. Voilà, donc il y a le contenu en tant que tel et la validation ANSL, et puis après, il y a comment on interagit avec la connaissance de l'attitude comportementale du client. Et c'est là où c'est tout très intéressant. Un client qui est orienté preuve scientifique, on ne va pas l'aborder de la même manière qu'un client qui va être orienté empathie, gestion de patient et bien-être de son patient. Et c'est là où on amène une dimension encore plus intéressante. Romain, un petit mot de conclusion aussi sur ce sujet. La méthodologie est similaire, c'est-à-dire que
il y a le cadre réglementaire et effectivement, déjà dans ce cadre réglementaire, on peut faire plein de choses, hein. Donc, il faut effectivement rester dans ce cadre-là et s'adapter à ce cadre réglementaire. Et après, la méthode d'adaptation, elle est celle que décrivait Céline, hein. Nous, celle qu'on utilise en tout cas pour nos produits. On a aussi des personas. Et après, ben, on va avoir en fait des contenus qui sont adaptés à chaque typologie de persona et c'est ça qu'on valide à la NSM. Donc, c'est vrai que ça démultiplie le travail forcément par rapport à une campagne unique. Mais pour le coup, c'est totalement faisable. Et après, ça nous permet d'avoir des campagnes qui sont personnalisées. Voilà. La difficulté, je rajouterais juste un point là-dessus, c'est que ce qui est intéressant, c'est que souvent le chef de produit, il a la vision à son échelle à lui. Donc lui, il va en fait avoir tendance à personnaliser voilà, en fonction de sa typologie de client à lui et de ses problématiques produits. Ça marche en fait à l'échelle d'un produit. Mais quand vous avez 3, 4 produits qui sont promus, ou si on va à l'extrême, une quinzaine comme nous on a aujourd'hui, bah, ça vous démultiplie en fait les personnages. C'est pour ça que la vision, elle ne doit pas être, à mon sens, au produit. Elle ne doit pas être au niveau du chef de produit, mais elle doit vraiment être au niveau du client avec des personnages de comportement en fait client, derrière des produits et donc des stratégies et des tactiques qui sont développées par les chefs de produits qui s'adaptent en fonction de ces Ouais. différentes personnes. Sinon, c'est Merci. impérable. Régis Bertrand, une dernière question qui est très intéressante parce que Mm. d'actualité, c'est est-ce qu'il existe des business models où le canal de visite médicale n'est plus de mise, même pour un lancement? Je rappelle qu'il y a une augmentation des médecins non vus, hein, ça c'est une réalité. Donc, des compagnies s'intéressent aussi à comment on adresse sans visite médicale et comment on fait de la formation scientifique auprès de ces médecins. Donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous voyez aussi des stratégies émerger? Alors, moi, j'ai vu des business models, que ce soit France ou même pays émergents ou Amérique du Sud, euh, où la visite médicale a été arrêtée. Euh, une stratégie digitale a été mise en place et on a plusieurs cas où on a vu soit une augmentation de la market share, très intéressant, hein, quand on passe à du full digital, une augmentation de la market share ou un maintien de la market share, donc un maintien de la compétitivité sans déléguer. euh, et sans visite. Je n'ai pas encore vu de business model où le canal médical n'était plus de mise pour un lancement ou un produit qui était vraiment dans les premières années de promotion. Euh, et peut-être que les laboratoires et les équipes n'étaient pas encore prêts à. C'est-à-dire que ça demande une prise de risque assez importante de se dire, je vais faire fi de la visite médicale et de ma connaissance client et il faut quand même une collecte de données, une masse de données très importante. Donc, quand on n'a pas un médicament historique du laboratoire déjà dans cette spécialité proche ou en tout cas dans une aire thérapeutique proche et une indication proche et donc une base de données, en tout cas une connaissance client suffisante pour ça, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on est dans des laboratoires où on a de l'innovation, où on a des maladies rares, où on se frotte à des aires thérapeutiques ou à des mécanismes d'action, ou des maladies qu'on ne connaissait pas. Et donc, ça reste encore compliqué. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais quand on présente effectivement, et j'ai eu le cas dans le passé, quand on étudie ces différents modèles, on voit encore un petit peu aussi des résistances de se dire est-ce qu'on va aller en full remote. On garde quand même, le digital ne remplace pas totalement l'humain, hein, et globalement, l'interaction client sur des clients clés reste nécessaire. Mais en tout cas, sur des produits matures ou des produits qui avaient déjà quelques années de promotion, j'en ai vu et il y en a qui sont efficients. Hmm. Alors, moi, je pense que ça dépend vraiment du produit, en fait. Effectivement, ça dépend du cycle de vie du produit, mais ça dépend aussi du produit et ça dépend de la capacité d'investissement qu'on peut avoir autour du produit. Donc là, nous, on va le tester sur un de nos produits. On va lancer au milieu d'année un produit sur lequel on n'aura pas de visite. Donc, jusqu'à présent, on ne l'a jamais fait. Moi non plus, je n'ai pas vu de business model à date qui sont rentables. Maintenant, sur la typologie de produits qu'on lance, on pense que ça peut, voilà, on pense que ça peut fonctionner. On ne le fait pas forcément par contrainte humaine parce qu'on a les forces de vente pour le faire, mais on le fait plutôt par opportunité financière, j'allais dire. Après, là où ça a vraiment, à mon sens, une opportunité, en tout cas, c'est de le voir en phase de lancement, c'est d'utiliser
l'aspect digital de façon complémentaire à la visite. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on s'est concentré uniquement sur les médecins qu'on pouvait voir et en agissant uniquement sur ceux qu'on peut voir. Bon, maintenant, je pense que quasiment tous les laboratoires ont mis en place des stratégies de non-visited customer parce que finalement, bah, il y a des médecins à fort potentiel qu'on ne peut pas forcément voir parce qu'ils ne nous reçoivent pas. Et à l'inverse, il y en a d'autres qu'on ne voit pas par choix parce que ce n'est pas rentable. Donc, l'idée demain, c'est d'utiliser des stratégies digitales pour ces médecins-là de façon à avoir un impact. Et là, dans ce qu'on observe, effectivement, ça dépend pas mal du cycle de vie du produit. L'action typique, c'est plutôt sur les produits très matures, sur lesquels souvent on a arrêté de promouvoir de façon large le produit. Et ça, en général, ça fonctionne aussi plutôt bien. Donc, soit on stabilise, soit on limite la décroissance. Ou alors, l'autre volet, bah, c'est vraiment en lancement, de façon à aller toucher une cible de façon voilà, beaucoup plus large. Mais ce n'est pas si simple d'évaluer le résultat parce qu'à un moment donné, à moins de mettre en place une étude spécifique, les ventes sont à l'UGA. Donc, ce n'est pas toujours simple d'être capable d'aller voir l'impact réel des ventes sur nos cibles de médecins non visités. Mais en tout cas, sur Ok, les produits matures, ouais, clairement, c'est ouais. un modèle, quand il n'y a plus de promotion, moi je l'ai vu, hein, où, quand on remet de la promotion digitale pure et pas de délégué, on peut même reprendre des parts de marché. Ouais. Et ça peut être rentable. Mais là, on est effectivement sur des produits de masse. Je l'ai vu sur de la cardio, j'ai vu sur des produits hémato, voilà. Et ça fonctionne. Et c'est rentable. Merci. Peut-être pour compléter ce propos, hein, quelques études de cohorte ont été faites, notamment sur des bases exponentes par GP, par scénario de visite médicale, hein, entre rien du tout, que des emails plus de remote, du VM plus quelque chose, etc. Et on voit aujourd'hui que la référence de performance, c'est le VM qui est augmenté de contacts digitaux. Et très clairement, par contre, le pure play, ce qu'on appelle le pure play ou le remote, hein, ne font pas zéro. Donc, ça peut être effectivement à considérer aujourd'hui dans des stratégies où on n'a pas les moyens de. Donc, pour conclure, hein, je merci en tout cas à vous deux et merci à notre audience, hein. Vous avez apporté effectivement des nouveaux mots, voilà, des choses qui font part de cette révolution du marketing pharma, client, IA, go-to-market model, adaptation, personnalité différente aussi de la fonction. Donc, merci à vous deux. Le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Tech2Med pour ceux qui veulent le revoir ou qui ont manqué de le voir. Voilà. Et ben, je vous dis encore une fois merci. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci à Merci à tous. tous. Au revoir. Au revoir.